nous serons des marchands de droit. C'est l'ordre qui nous garantit et notre indépendance, et nos avancées, et notre possibilité d'agir. Sans l'ordre, nous ne pouvons pas maintenir autre chose qu'une saine prestation intellectuelle. Or, les ordres sont attaqués au niveau de l'Union européenne comme dans le monde. En vous écoutant, Madame Le Bâtonnier, je me suis pris à rêver. J'ai vu le droit au cœur de la mondialisation. Mais nous savons tous qu'au cœur de la mondialisation, c'est l'économie. Et l'Union européenne, souvent a sacrifié, pour la liberté de circulation des marchandises et des capitaux, elle a sacrifié les valeurs communes et le partage des valeurs communes. Et ça, c'est fondamental pour les avocats, et nous devons conserver cette indépendance, et l'Europe peut nous y aider. Si nous utilisons bien les mécanismes européens, et en particulier la présence de Mme Reding, commissaire à la justice, et Marcella, vous avez oublié de le dire, et je le dis pour vous, c'est le CCBE qui effectivement a proposé, vous étiez à l'origine de cette initiative, qu'enfin au niveau de la Commission européenne, il y ait un commissaire à la justice. Et cela a pesé, que tous les avocats puissent le dire, et aujourd'hui nous voyons d'ailleurs le résultat, car l'émergence d'un commissaire, en plus Mme Reding, vous l'avez entendu, vous avez compris le talent oratoire de Mme Reding et les idées de celle-ci et son dynamisme. Eh bien, le fait qu'on ait un commissaire à la justice permet d'être mieux entendu dans un monde où l'économie est roi. Donc l'enjeu, c'est de continuer à exister comme avocat et comme ordre. C'est le premier enjeu pour moi, il est fondamental. Et le deuxième enjeu, c'est d'essayer de négocier un certain nombre de virages, je dis bien individuels et collectifs. Individuel, c'est par exemple votre vision future du pénal. Mes confrères, vous avez aimé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous aimerez encore plus la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière pénale. Car aujourd'hui, vous vous appuyez sur la CEDH, sur la Convention européenne. Demain, vous allez vous appuyer sur la Charte des droits fondamentaux et sur la jurisprudence de la Cour de justice. Car la question pénale va devenir une question clé depuis le traité de Lisbonne de l'Union européenne. C'est le droit d'accès à l'avocat, c'est le procureur européen demain, avec les pouvoirs du procureur européen. Or, quand vous examinez le texte sur le procureur européen, jamais il n'est fait état des avocats. C'est-à-dire qu'on donne des pouvoirs énormes au procureur européen sans jamais penser au contre-pouvoir. Or, des avocats qui ont été entendus devant le Sénat, devant le Parlement européen et autres, mais il n'empêche, on pense que le procureur européen n'a pas besoin de contre-pouvoir compte tenu des tâches qu'il aura à accomplir. Vous faites du pénal aujourd'hui, vous ferez du pénal européen demain, vous ne pouvez pas faire autrement. La question du blanchiment est aussi fondamentale, Marcella l'a rappelé. L'enjeu de la 4e directive est simple. Nombre de délations aujourd'hui en France, zéro. Zéro par les avocats. Nos amis les notaires, je dis toujours nos amis les notaires, pour moi c'est devenu d'ailleurs un seul mot. Nos amis les notaires dénoncent et facturent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je ne dénonce pas, parce que je ne veux pas dénoncer, je ne suis pas susceptible d'avoir des sanctions pénales. L'enjeu, c'est de continuer comme ça. Car si demain, dans la 4e directive, on prévoit la possibilité de sanctions, et le bâtonnier Vattier le sait parfaitement car c'est un spécialiste de cette question du blanchiment, là, ça va changer complètement la pression sur les barreaux. L'affaire Michaud est un bon élément pour le filtre du bâtonnier, c'est inespéré, mais attention à la 4e directive, ça peut faire mal au barreau, ça peut nous faire mal individuellement et collectivement. Et puis, nous avons tous les textes sur la data protection, mais je n'en parle pas devant le bâtonnier, elle est trop savante. Le droit européen de la vente, on l'a évoqué, ça va changer votre façon. Le contrat de vente est le contrat le plus pratiqué. Lorsque vous aurez un 28e régime qui s'ajouteront 27 régimes de l'Union européenne, mais ça va changer les choses. Ça va d'autant plus changer les choses. Et moi, parfois, je suis un peu hésitant en voyant les universitaires français ou le gouvernement français hésiter quant à ce droit européen de la vente. Et je pense que le barreau français devrait être plus dynamique sur ce plan-là et prendre des initiatives. Pourquoi? Et le barreau autrichien et un certain nombre de barreaux, nous sommes dans la même situation. C'est qu'en matière de droit européen, en matière de vente,
c'est pas le modèle français qui a été retenu. Enfin, ne nous cachons pas la réalité. C'est un modèle qui est un modèle anglo-saxon qui domine actuellement le droit de la vente. Si nous arrivons à créer un droit européen de la vente sous la forme d'un 28e régime, même s'il n'est que facultatif et optionnel, eh bien nous allons retrouver des marges de manœuvre en matière de contrat. Et ces marges de manœuvre, les Français et tous ceux qui actuellement subissent le modèle anglo-saxon par rapport au droit continental, eh bien nous allons retrouver effectivement une marge d'initiative beaucoup plus importante. Et puis, nous avons effectivement la question des directives. Ah bon. Les avocats se sont battus, ils ont eu les premières directives spécifiques. Mais aujourd'hui, les économistes nous disent, mais pourquoi des directives spécifiques? Vous avez une grande directive qui est la directive service. Après tout, vous n'êtes que des producteurs dans des rapports avec des consommateurs. Producteurs de droit et des consommateurs de droit. Et c'est la fameuse relation asymétrique. À partir de là, pourquoi garder des directives spécifiques alors qu'on a une grande directive service? Rentrez dans la directive service, abandonnez votre directive prestation de service ou liberté d'établissement. Ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe car nous serions dans un moule global, effectivement, comme des prestataires de services, alors que je reste persuadé que nous ne sommes pas que des prestataires de services. Et bien à partir de là, votre vie demain va changer en fonction du combat que mènera dans les 4 prochaines années le CCBE. Car, en gros, 4 questions se posent. Je n'ai pas beaucoup de temps, je les résume. Premièrement, la question de déontologie. Fondamentale. Deuxièmement, la question de la structure et de la forme des sociétés que nous allons adopter. Certains nous disent, mais pourquoi ces sociétés fermées? Il faut des capitaux extérieurs. Il faut également des sociétés avec des formes commerciales. Si nous avons des formes de sociétés anonymes, mais qui va connaître l'actionnariat? Quel va être le contrôle des ordres? Comment les ordres vont savoir l'évolution de ces sociétés? Troisième problème, l'exercice salarié. On dit, mais les avocats doivent avoir un exercice salarié partout, y compris pour des tiers et des entreprises. C'est un débat franco-français que nous n'avons pas à régler, d'autres vont le régler pour nous. C'est ça qui est inquiétant. Et enfin, la question se posera également au niveau de la directive, de tout ce qui est structure, déontologie et la question des MDPs, enfin les multidisciplinarités, où effectivement de nombreux pays ont déjà adopté une multidisciplinarité, et ça va jusqu'aux Anglais, la Law Society in Law of Wealth, et avec la question de l'alternative business structure. D'autres ont des capitaux extérieurs limités, d'autres ont mis en place une multidisciplinarité raisonnée. Je pense effectivement notamment à l'Allemagne, qui pratique la multidisciplinarité. Il va falloir évoluer sur ce point-là. On évoque en France l'interprofessionnalité, on n'en est qu'au point de départ. Là aussi, on est au point de départ. Pourquoi? Parce que dans les discussions qui ont eu lieu, il y a une profession qui a dit on ne veut pas entendre parler de l'interprofessionnalité. Et là encore, ce sont effectivement une profession juridique puissante qui empêche ces éléments d'évoluer. Donc voilà le débat qui va avoir lieu. Si ce débat est tranché par la Commission européenne, sans qu'il y ait le CCBE qui intervienne dans le débat, qui pèse dans le débat et qui définisse cette politique européenne, alors je vous garantis que le débat sera défavorable aux avocats. C'est inéluctable. Les enjeux sont donc fondamentaux et Marcella a évoqué justice pour la croissance. C'est une idée nouvelle. Je dois avouer que sur le moment, j'ai été séduit par le discours de Mme Reding. Elle s'intéressait à la justice et à l'efficacité de la justice. Nous qui supportons des délais inimaginables, tous les plaideurs qui se préparent dès le premier jour à prononcer un discours devant les magistrats et qui attendent 3 ans pour pouvoir le prononcer, et on lui dit, vous savez, compte tenu du nombre d'affaires qui sont fixées, si vous pouviez limiter vos observations à déposer le dossier, bon, effectivement, nous sommes pressés d'avoir une efficacité de la justice. Mais, d'un autre côté, dire justice pour la croissance, c'est soumettre la justice à une notion d'efficacité ou de compétitivité. Est-ce que la justice est seulement là pour la compétitivité des entreprises? Est-ce que la justice n'est pas là pour les droits fondamentaux, les droits de l'homme, comme l'a rappelé Mme Le Bâtonnier, et un certain nombre de valeurs? La justice a toujours hésité entre être une vertu et une administration en France.
j'ai peur qu'elle ne devienne plus qu'une administration, mais avec le mauvais côté. Et donc là, je suis quand même inquiet. C'est pour ça qu'il faut transformer justice pour la croissance, et l'idée, c'est la croissance de la justice, pour qu'il y ait de la justice partout. Et ça, ce sont les avocats qui peuvent le faire. Voilà les enjeux. Alors le CCBE, 3 mots. 1, il n'est pas connu. Déjà, c'est compliqué parce que ça s'appelle CCBE, mais le nom, c'est Conseil des barreaux européens. Alors, les gens, à chaque fois, me disent, il n'y a pas un C de trop. Oui, il y a un C de trop. Il faudra peut-être résoudre un jour à le perdre quelque part. Bon, c'est incompréhensible quand les termes de ce... Deuxième point, il faut faire connaître le CCBE. Donc il faut communiquer. Et comment communiquer avec un budget qui est absolument ridicule? Marcella vous l'a dit, 1,5 € par an et par avocat, puisqu'il y a 1 million de lawyers, 1 million d'avocats sur l'Union européenne et les pays, et il donne 1,5 € par an au CCBE, un budget d'1,5 million. Vous ne pouvez pas communiquer. J'ai eu une expérience avec Jean-Marie Le Guburu il y a quelques années, de communication à la télévision, les 1,5 million ne couvrent même pas le premier spot, hein, la question est réglée. Donc, il faut pouvoir communiquer sans dépenser d'argent. Donc, ça veut dire créer des événements, ça veut dire coordonner des événements. Et moi, je rêve assez d'une convention européenne des avocats, pour essayer effectivement de mobiliser les avocats autour du droit de l'Union européenne, autour de thèmes qui sont importants, et d'avoir une vraie mobilisation des avocats pour parler des enjeux. Et puis, il faut continuer le lobbying, peut-être accroître le lobbying, parce que notre rôle, c'est effectivement de vous représenter au sein des institutions européennes. Mais pour faire du lobbying, j'essaie de faire court, il faut déterminer une politique européenne. Et le seul endroit aujourd'hui où on peut déterminer une vraie politique européenne pour les avocats, c'est le Conseil des barreaux européens. J'ai été président de la Fédération des barreaux d'Europe, qui est admirable, qui fait un travail considérable avec des moyens ridicules. Il faut y être, mais aujourd'hui, il n'y a pas de compétition entre les deux institutions. C'est le CCBE qui représente les avocats, c'est clair. À partir de là, il faut définir cette politique. Et nous sommes toujours, comme dans le cadre de l'Union européenne, entre des intérêts propres de chaque pays, de chaque délégation, et un intérêt commun. Et ce qu'il faut, comme dans l'Union européenne, c'est faire prévaloir l'intérêt commun, arriver effectivement à se dépasser, et dépasser une défense minimale des intérêts propres, pour avoir un intérêt commun, de telle façon à ce que les avocats et l'Europe des avocats puissent avancer. En bref, vous avez compris, je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste, je suis déterminé. Si je viens à la tribune, c'est pas du tout parce que je me prends pour quelqu'un.